il y avait une personne, un homme qui était dans notre chambre. J'ai crié, j'ai dit « Gérard, il y a quelqu'un ?» Bonsoir, 4 procès et un acquittement, 13 ans de procédure et un meurtre qui reste aujourd'hui sans coupable. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'extraordinaire feuilleton judiciaire de l'affaire du Sulky Bar. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1997, Gérard Ponthieu, le patron du Sulky Bar à Nogent-sur-Oise, est retrouvé mort dans son lit, le visage défiguré par 12 coups de tournevis ou de couteau. Sa femme, Jacqueline, explique aux pompiers qu'un cambrioleur s'est introduit chez eux pour voler la caisse, un braquage qui aurait mal tourné. Personne ne va la croire. Tout au contraire, cette femme va être soupçonnée, accusée même d'avoir drogué son mari pour qu'il ne se défende pas. Jacqueline Ponthieu a-t-elle voulu tuer Gérard ? Il va falloir 4 procès et une interminable bataille d'experts pour qu'elle soit finalement acquittée. En mars 2010, 4 comparutions aux assises du jamais vu. L'affaire du Sulky Bar reste à ce jour un cas d'école et un échec judiciaire. Nous en parlerons en direct ce soir avec notre invité, maître Hubert Delarue, avocat de Jacqueline Ponthieu, qui nous aidera à savoir pourquoi, malgré autant de moyens mis en œuvre, d'audition, de vérification, l'affaire demeure un dramatique mystère. 23 ans après les faits, et alors que le dossier a été refermé, on ne sait toujours pas qui a tué Gérard Ponthieu, le gérant du Sulky Bar à Nogent-sur-Oise, cet homme que tout le monde aimait bien. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire du Sulky Bar, un meurtre tout aussi soudain qu'inexpliqué, une nuit de septembre 1997 dans une commune de l'Oise, la visite d'un cambrioleur qui a tourné au drame. Ce lundi 22 septembre 1997, autour de 2h du matin, un silence paisible règne dans les rues de Nogent-sur-Oise. Le Sulky Bar, un tabac PMU installé place de la République, a tiré depuis plusieurs heures son rideau. La veille, dimanche, il est resté ouvert plus longtemps que prévu à cause d'une course cycliste organisée en ville. L'établissement n'a pas désempli, la recette a été bonne. Les patrons, Gérard et Jacqueline Ponthieu, 49 et 47 ans, ont passé une soirée normale. Apéro whisky coca, dîner jambon coquillette et un épisode de Derrick, couché à 22h. Jacqueline va être réveillée vers 2h30 par les aboiements de sa chienne Maya. Elle ouvre les yeux et aperçoit la silhouette d'un homme. Elle dira qu'il était masqué, puis indiquera ne pas avoir vu son visage. L'homme, qui ne tient aucune arme, aurait tout d'abord dit « l'argent, vite !» Il aurait empoché la recette, puis aurait exigé la boîte du PMU. Jacqueline raconte être alors descendue dans la réserve pour aller chercher la fameuse caisse du PMU. 1 minute plus tard, en remontant dans la chambre, Jacqueline Ponthieu voit le cambrioleur s'enfuir à toutes jambes. Elle aperçoit son mari, Gérard, en travers du lit. Il a le visage ensanglanté. Elle crie, appelle. Gérard est en train de mourir. Des cris confirmés par les 2 autres occupants. Julien, 13 ans, le dernier fils de la gérante, 2 de ses camarades qui passent la nuit au Sulky, et également Gilbert, un employé logé dans l'établissement. C'est lui qui, à 2h40 précises, appelle les secours. Les policiers de Creil, puis le procureur adjoint de Senlis se rendent sur place. Jacqueline Ponthieu, effarée, raconte l'histoire du cambrioleur. Le gérant semble avoir été poignardé. Il a été frappé avec un tournevis ou un ciseau à bois, diront les premières constatations. Aucune arme n'est toutefois retrouvée. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs de la PJ se posent beaucoup de questions sur cette scène de crime. Pourquoi un cambrioleur qui vient de se faire remettre la recette tue Gérard Ponthieu, qui ne cherchait pas à lui résister, et quitte les lieux sans attendre l'argent du PMU? Pourquoi les explications de son épouse sont-elles si confuses, parfois même contradictoires? En fait, les policiers ne croient pas Jacqueline Ponthieu. Ils estiment même qu'elle ment et qu'elle a inventé ce scénario 2 mois après le meurtre, le 24 novembre 1997, rebondissement. L'épouse est placée en garde à vue, puis amenée 2 jours plus tard devant la juge de Senlis, Marie-Antoinette Houillet, qui la met en examen pour meurtre. Elle va passer 2 ans et 3 mois en détention provisoire. Bonsoir, maître Hubert Delarue. Bonsoir.
Vous avez été l'avocat de Jacqueline Pontieux, notamment avec votre confrère maître Franck Berton, tout à fait. Au cours de cette saga de procès qui vont se dérouler. On va bien sûr les détailler. Mais tout de suite, maître Delarue, qui est ce couple, les Pontieux, les gérants du Sulky Bar? Ils n'ont jamais fait parler d'eux. Non, ils n'ont jamais fait parler d'eux. Je pense qu'ils vivent plutôt bien. Vous avez expliqué que le mari s'intéresse beaucoup au sport. Ce jour-là, il y avait une course cycliste. Elle participe également à la gestion de l'établissement. C'est un couple sans histoire. C'est un couple sans histoire. Alors, pourtant, les policiers, et je l'ai un petit peu amorcé, si vous voulez, les policiers ne la croient pas, Jacqueline Pontieux. Pourquoi il y a Alors, ils ne la croient pas, oui et non. En réalité, ce qui va précipiter la mise en examen et la détention de Madame Pontieux, c'est le rapport de l'expert Pépin. Parce que on va faire évidemment un certain nombre de prélèvements lors de l'autopsie et on va évidemment se saisir du sang du malheureux et on va retrouver dans le sang une quantité de GHB qui est la drogue des violeurs. En fait, c'est une drogue qui permet d'endormir les gens davantage que la nuit ne l'autorise et qui permet évidemment d'accomplir sur eux tout un tas de gestes et vous venez de le rappeler à l'instant. Et on va découvrir ce GHB et on va trouver un expert qui est quasiment presque mondialement connu. Une sommité. Voilà, une sommité, l'expert Pépin. L'expert Pépin va dire, dans son rapport, en réalité, ce GHB n'a pas d'origine naturelle liée au décès de Gérard Pontieux. En fait, il a dû l'ingérer. C'est ça. Et on dit, il a ingéré quand ? Il a dû l'ingérer au repas. Alors, on avait saisi le verre, on avait saisi les assiettes, on ne retrouve pas de GHB dedans, mais on reste sur cette origine du GHB qui n'est pas naturelle. Et elle s'en défend, etc., et Pépin est formel. Et c'est ce qui va précipiter la mise en examen, d'abord, non pas pour meurtre et assassinat, mais pour complicité. Parce qu'à l'époque, personne ne croit qu'elle a pu tuer elle-même son mari, mais qu'un complice, un amant, je ne sais pas trop quoi, serait venu pour se débarrasser du mari et qu'elle aurait participé. C'est d'ailleurs, ça rejoint la piste du cambrioleur pour les policiers, c'est-à-dire que vous étiez deux à commettre ce forfait. Voilà. Mais ça n'est pas un cambrioleur, c'est en quelque sorte votre complice. Et dans tous les cas, c'est cette piste du GHB qui va peser maintenant dans le dossier et qui va susciter les poursuites qui vont être engagées contre Jacqueline Pontieux. Alors, drogue ou pas drogue, femme fatale ou femme perdue, 6 ans après le meurtre, Jacqueline Pontieux va devoir affronter la cour d'assises sans savoir que ce procès va tourner court et va en entraîner 3 autres. Le lundi 1er décembre 2003, Jacqueline Pontieux comparaît devant la cour d'assises de l'Oise. Elle est accusée de complicité d'assassinat de son mari Gérard. Elle aurait agi avec un tiers, le fameux cambrioleur qu'elle a décrit comme l'agresseur, dans le but, manifestement, de voler l'argent du Sulky Bar. La gérante de l'établissement de Nogent-sur-Oise n'a jamais reconnu les faits. Tous les regards restent obstinément braqués sur elle. Son passé, chargé, retient l'attention, une vie faite de mariage, de séparation, de tromperie. Avant de rencontrer Gérard, Jacqueline a déjà délaissé 2 maris, abandonné ses 2 premières filles et perdu la trace d'un 3e enfant. « Je n'étais pas faite pour être mère », dit-elle. C'est aux assises que la gérante du Sulky Bar va d'ailleurs retrouver ses filles, 31 et 33 ans, qu'elle ne connaissait pas. Il y a aussi les arnaques financières, de nombreuses indélicatesses financières qu'elle aurait commises par le passé. Des chèques sans provision et puis des détournements d'argent. Peu après avoir rencontré Gérard Pontieux, elle se sert dans le coffre du bar qu'exploite alors le couple au Blanc-Ménil, ce qui n'empêchera pas leur mariage en 1991. Une trajectoire qui a de quoi troubler la cour et les jurés, un portrait qui n'est pas à l'avantage de l'accusé. Après 2 jours de débat, le procès entre dans le vif du sujet. Le meurtre, l'accusation d'empoisonnement. Selon un rapport toxicologique, Jacqueline Pontieux a versé du GHB, la drogue des violeurs, un puissant anesthésique, dans le verre de Gérard. La preuve irréfutable de sa participation au crime. Mais coup de théâtre, devant la cour, un autre expert, le professeur Gilbert Pépin, explique que le GHB peut être sécrété physiologiquement, naturellement, après un décès.
Vu la quantité décelée, le professeur Pépin exclut une absorption de cette drogue par la victime. La présidente de la Cour, Cécile Simon, tombe des nues. Sans GHB, l'accusation est réduite en miettes. Le procès est renvoyé dans l'attente de nouvelles expertises. Jacqueline Pontieux quitte, libre et soulagée, la salle d'audience. Il pouvait y avoir qu'un seul coupable. J'étais toute seule. J'avais fait ingérer du gamma-OH à Gérard. J'étais la coupable. J'étais la deuxième Marie Bénard, l'empoisonneuse. Mais c'était l'empoisonneuse de nos gens, là. Maître Hubert Delarue, on entend là évidemment le soulagement de Jacqueline Pontieux à l'issue de ce premier procès avorté, donc à cause de cette expertise qui s'écroule. Elle a, Jacqueline Pontieux, un portrait qui est difficile à faire. Hein. Elle est apparue pas sous son meilleur jour à ce procès. Elle a eu une enfance, je pense qu'il faut le rappeler, extrêmement douloureuse. Le bâtonnier Jean Bouly, qui la défendait d'ailleurs devant cette première cour d'assises, avait évoqué le parcours chaotique de son enfance. Et évidemment, cela a eu des répercussions dans sa vie ultérieure. Vous avez rappelé ces différentes unions, des enfants dont elle ne s'est pas beaucoup occupée, quelques menus larcins de chèques, de bricoles, de choses de cette nature. Évidemment, tout ça colore l'accusation, surtout quand on n'a pas beaucoup de certitudes et qu'on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Voilà. Alors Pépin, l'expert Pépin... Alors là, c'est le GHB. Là, oui, alors lui, il vient... Oui, alors juste, ça, c'est ça. Parce que ça, c'est important. Alors, sa personnalité, bon, on pourrait citer la phrase... Juste un mot quand même sur la personnalité, maître Delarue, si je peux me permettre. L'argent, quand même. Est-ce que c'est une femme cupide ? Parce qu'on dit qu'elle a détourné des chèques, etc. Pourquoi elle ferait voler alors elle ferait voler l'argent par son complice pour justement maquiller le crime en vol financier, etc. Si vous voulez, le drame de cette affaire aussi, c'est que cette piste n'a pas été, vous en direz peut-être un mot, exploitée. Car on a ce soir-là un témoin privilégié, qui est un maître chien, qui est à 300 mètres du sulky, qui à 2h30 du matin voit un grand gaillard capuchonné avec une sacoche sous le bras et courir comme un diable pour rejoindre une cité qui s'appelle la Commanderie, qui est à quelques encablures du sulky et dont on sait qu'elle est extrêmement mal fréquentée. Cette piste-là, alors qu'on a des éléments matériels, on a un témoignage précis, malheureusement n'est pas exploité parce que Pépin est arrivé en disant c'est le GHB. Et Pépin vient à la cour d'assises pour faire amende honorable, il faut le dire. J'ai dit que c'était un autre expert, mais c'est le même expert. C'est lui, il fait amende honorable. Et ce qu'on lui a reproché entre nous, mais pourquoi vous avez attendu 2 ans ? Elle est en prison, monsieur Pépin, depuis 2 ans. Et aujourd'hui, vous venez nous dire ça à la cour d'assises. Mais vous le savez depuis quand ? Ah ben, il est vrai que c'est depuis le congrès de je ne sais quoi, j'ai appris qu'effectivement, peut-être que je m'étais un peu trompé, car la quantité retrouvée, eh ben, elle est insuffisante à caractériser une ingestion. Eh ben, je ne sais pas, ça fait 2 ans qu'on attend. Bon. Et c'est là que l'affaire est reportée pour le deuxième procès que vous allez sans doute évoquer. Évidemment, on va y venir. Là, on aura l'expert Vorroer. Et ce que je disais, c'est que la présidente de la cour d'assises, elle tombe des nues quand elle apprend cette expertise. Oui, elle n'était pas au courant, dit-elle. Donc sinon, elle aurait... Oui, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je pense que l'expert, quand il constate qu'il a fait fausse route et qu'il s'est trompé, aurait dû immédiatement saisir la présidente de la cour d'assises par un courrier pour lui dire « Madame la présidente, il va y avoir une difficulté, j'ai fait un rapport, mais en réalité, ce rapport-là, finalement, c'est peut-être pas le bon. » Et le problème, c'est qu'il arrive à l'audience et qu'il fait sa déclaration quasiment presque au début de l'audience. Je crois qu'on fait l'appel des experts et il dit attention, j'ai quelque chose à vous dire, etc. Et alors évidemment, coup de théâtre et elle va être libérée et placée sous contrôle judiciaire. Alors maître Delarue, vous qui connaissez parfaitement la mécanique très spéciale des cours d'assises, est-ce que quand un procès démarre sous de mauvais auspices comme celui-ci, est-ce que c'est mal parti ? Vous vous dites il y a un truc qui va pas ? C'est mal parti, surtout que si vous voulez, la cour d'assises c'est un espèce d'entonnoir. Hein. Normalement, on n'y envoie pas les innocents. Bon, et normalement, bon. Et puis, bon, voilà. Et donc, je dirais que tout est bien prêt, tout est bien huilé pour qu'on arrive à condamner cette femme. Pas de peau, il y a cette espèce de grain de sable que Pépin va mettre et qui ensuite va être confirmé, comme vous l'avez rappelé, par d'autres experts qui vont dire, en effet, cette piste du GHB ne tient pas la route, elle doit absolument être abandonnée. Un grain de sable à l'issue de ce premier procès. Un deuxième procès s'annonce donc pour Jacqueline Pontieux. Elle peut aborder sereinement cette nouvelle échéance judiciaire. Aucun indice, aucune preuve contre elle. Fini l'histoire du GHB. L'accusation va pourtant trouver un autre axe d'attaque.
2 ans après sa comparution aux assises, Jacqueline Pontieux est de retour ce 2 décembre 2005 devant cette même cour. 8 ans que l'épouse du patron du Sulky Bar est empêtrée dans cette affaire. Elle peut toutefois rester confiante. Malgré une longue enquête et un défilé de spécialistes, le dossier est vide de preuves, d'aveux, de témoins. Même l'arme du crime, le fameux tournevis ou ciseau à bois, n'a pas pu être retrouvé. L'armée avait été pourtant mobilisée pour parvenir à mettre la main dessus. L'accusation la plus charpentée, la thèse selon laquelle Jacqueline Pontieux avait versé du GHB, la drogue du violeur, dans le verre de son mari, cette accusation est définitivement battue en brèche. Les experts se sont affrontés, mais au final, rien n'établit que le patron du Sulky Bar a été drogué. Malgré l'absence de charge et cette piste de l'empoisonnement qui s'effiloche, l'accusation fait feu de tout bois. Les témoins défilent. Le commandant Philippe Pion de la PJ explique: tout de suite, nous avons trouvé le scénario du meurtre très bizarre. Les coups portés au visage de la victime laissaient penser qu'il y avait un lien entre la victime et l'agresseur. Un autre policier, le commandant Philippe Benoît, indique que la version des faits de Jacqueline Pontieux n'est pas cohérente. Mais ce sont les experts qui vont avancer un argument massu. L'analyse du bol alimentaire de la victime démontre que l'épouse a menti. Pour les légistes, le meurtre n'aurait pas été commis après 2h du matin, mais bien avant, entre 23h et 1h30, suffisant pour faire disparaître les preuves et arranger la scène de crime. Cette fois, Jacqueline Pontieux, accusée de mensonge, ne quitte pas libre le palais de justice. Elle est reconnue coupable du meurtre de son mari, condamnée à 15 ans de réclusion. Ses derniers mots: « Je suis étrangère au meurtre de Gérard. Je vous le jure, je ne l'ai pas tué. » Maître Hubert Delarue, vous étiez l'avocat de Jacqueline Pontieux. 15 ans de réclusion. Sur quoi se fondent finalement les jurés pour cette condamnation? C'est leur intime conviction ici? C'est pas leur intime conviction, c'est l'acharnement du système judiciaire contre cette femme et la volonté de ne pas perdre la face. La présidente est à charge, je peux vous le dire. J'en ai gardé des souvenirs particuliers. Alors, vous êtes un des rares avocats qui admettent ce genre de... Et elles ne le sont pas tous, mais je peux vous dire que la présidente est à charge. Et qu'est-ce qu'on va trouver? C'est absolument extravagant, et je pèse mes mots, ça relève du charlatanisme. Allez-y. Un expert, médecin généraliste, qui a un certificat, paraît-il, de médecine légale, bon, très bien, va regarder des photos du bol alimentaire, car il n'a pas participé, il n'a pas regardé le bol alimentaire stricto sensu. On précise, maître, le bol alimentaire, c'est le contenu de l'estomac. Il regarde ça sur des photos. Et en regardant ça sur des photos, voilà, il fait passer comme ça, il regarde, il dit: oh là, moi je peux vous dire un truc. Un bol alimentaire comme ça, ça veut dire que la digestion était au stade, quand il a été tué, il était 23h30. Alors là, on est baba. On est baba parce que on a fait, nous-mêmes, on a produit un certain nombre de documents sérieux qui vont triompher en fin de course et qui établissent que l'histoire du bol alimentaire, ça ne tient pas debout. Vous, moi, selon ce qu'on a mangé, selon ce qu'on a bu, selon qu'on est stressé ou qu'on n'est pas stressé, selon qu'on a des problèmes de diabète qu'on n'en a pas, selon que, une digestion, ça peut durer 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures. Et je me souviens que l'expert Papazian, qui déposera un peu plus tard, a dit: mais c'est absolument impossible, en regardant des photos de nouilles et de jambon, de décider à quelle heure le crime a été commis, ou la mort de cet homme est intervenue. C'est impossible. Alors, eh bien, c'est pourtant sur ce témoignage de cet expert-là, qu'elle va être condamnée, non plus cette fois-ci en complicité. On a abandonné le complice. Il s'est évaporé, puis personne ne sait où il est, parce qu'on nous disait au début qu'elle était incapable d'avoir porté les coups. C'était pas possible. Il fallait donc qu'un homme ait porté les coups et qu'elle ait arrangé l'affaire. Et là, coup de théâtre, il n'y a plus personne, c'est elle. Elle l'a tué à coup de tournevis. Et en fait, elle l'a tué à 23h30. Ensuite, elle a fait sa petite toilette, elle a lavé sa chemise de nuit, elle a préparé tout ce qu'il fallait. Elle a arrangé la scène de crime. Elle a arrangé la scène de crime à son avantage.
Et puis, à 2h30 du matin, elle a appelé, elle a crié. Alors, ils sont descendus de l'étage, son fils, le copain du fils, le salarié, en disant Gérard, etc. Donc, en réalité, c'est Machiavel, elle a tout préparé. On a maintenant la clé d'énigme. 15 ans de réclusion criminelle. 15 ans de réclusion criminelle, on est d'accord sur le fondement de cette expertise. C'est l'expert Von Rauer qui est péremptoire. De cet expert que vous décrivez un petit peu comme le monsieur Irma, finalement, de la médecine légale. Il a le pendule qui passe au-dessus des photos et il dit croix de bois, croix de fer, je peux vous dire, c'est 23h30. Alors, et il n'en démord pas. Maître de la rue, on est aux assises. Il faut un coupable. Je vais vous citer l'avocat de la partie civile que vous connaissez, maître Benoît Varin. Lui, il va dire Jacqueline Pontieux a tué avec haine. Je cite ses propos. Et il va avoir cette phrase condamner un innocent, cela s'appelle une erreur judiciaire, mais acquitter un coupable, c'est aussi une erreur judiciaire. Il faut un coupable dans ce procès. Il faut absolument un coupable, et puis il faut que la justice ne soit pas trompée. Et vous avez entendu les enquêteurs, tout à l'heure, vous les avez cités, les 3 qui sont arrivés en expliquant que l'affaire était, que j'étais certain qu'on avait les éléments. Et la piste qu'on évoquait tout à l'heure, de ce maître chien, qui a vu cette personne. Exactement à 2h40 du matin, qui voit cet individu se sauver avec sa capuche, etc. Il dit, mais vous avez investigué là-dessus? Vous avez été regarder l'état de la toiture? Vous avez vu que le grillage était arraché? Vous avez vu que les tuiles étaient cassées? Vous avez vu... Bon, voilà. On verra. Voilà, on verra. Voilà, 15 ans. 15 ans, Jacqueline Pontieux fait appel de cette condamnation. Ses défenseurs sont bien décidés à démontrer que les certitudes des experts, et encore moins les doutes des enquêteurs, sont pas suffisants pour façonner une coupable. 2008, voici le 3e acte. Madame, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Que la justice reconnaisse mon innocence. Je n'ai pas tué mon mari. Je ne l'ai pas drogué et je ne l'ai pas tué. Et ça fait presque 11 ans que je pleure sa mort. 11 ans que je cherche à savoir qui l'a tué. Le 19 juin 2008, Jacqueline Pontieux, désormais âgée de 58 ans, se présente devant la cour d'assises d'appel d'Amiens dans la Somme. Une nouvelle fois, sa trajectoire chaotique, une enfance meurtrie, des unions malheureuses, des enfants oubliés, une nouvelle fois. Sa vie est passée au crible et ne prêche pas en sa faveur, au point que ses avocats s'alarment de cette esquisse de caricature, celle d'une mauvaise femme. On ne doit pas tomber dans le procès de la mauvaise réputation, répète la défense. Face aux accusations, notamment celle d'avoir coupé l'alarme de l'établissement dans le but peut-être de faciliter l'entrée d'un complice, Jacqueline Pontieux répond entre 2 sanglots étouffés. Elle répète qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait plus. Ses avocats soulignent, eux, les oublis, les incohérences de l'enquête, l'absence d'analyse sur cette tenaille retrouvée sur les lieux, sur ces tuiles de toit fraîchement cassées qui pourraient indiquer le passage d'un homme, pourquoi pas le fameux cambrioleur, ou encore ce mégot dont personne ne sait à qui il appartient. 19 experts médicaux, rien de moins, légistes, toxicologues, ont examiné le corps de Gérard Pontieux. Il est établi qu'il s'est peu défendu. L'arme du crime, qui pourrait être une gouge ou un ciseau à bois, a perforé le cerveau, entraînant une mort instantanée. Reste enfin l'expertise qui a valu à l'accusé sa condamnation à 15 ans de prison. La fameuse heure du crime sur laquelle Jacqueline aurait menti. Pas 2h40 comme elle a affirmé, mais plutôt 23h30. Alors que la cause semble entendue, un nouveau témoignage, celui d'un pompier, remet les pendules à l'heure exacte du crime. Ce pompier explique que quand il est arrivé au Sulky-Bar, juste après 2h40 du matin, Gérard Pontieux gaspait. En langage médical, il agonisait. Le pompier confirme que Gérard Pontieux est bien mort à l'heure donnée par son épouse. La cour demande d'autres expertises. Le procès est à nouveau renvoyé. Maître Hubert Dalarue, vous étiez donc l'avocat de Jacqueline Pontieux. Pourquoi ce témoignage de ce pompier, qui est un témoignage capital, qui change tout dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'il est si tardif ? Le pompier répondra à la question du président, mais enfin monsieur, pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant ? On m'a pas posé la question. Et
le médecin légiste aussi, le médecin urgentiste qui va accompagner le pompier, qui va arriver presque concomitamment des pompiers. Le SAMU, donc. Voilà, dira effectivement, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais si j'ai fait des tentatives de réanimation pendant une demi-heure, c'est que j'avais le sentiment que cet homme n'était pas mort, mais qu'il était dans une situation critique, mais qu'il n'était pas mort. Je n'aurais pas fait de la réanimation sur un cadavre. Bon. Et donc, ce mot-là, je crois que c'est le mot qui sauve Jacqueline Ponthieu. Parce que personne dans la salle d'audience, à part le pompier et le médecin urgentiste, ne sait ce que veut dire le gasp. Ouais. Et quand la question lui est posée, il dit c'est la respiration des mourants. Ce qui fait que l'analyse de M. Vorauer, notamment de lui, mais d'autres, ils étaient 2 ou 3 du même tonneau à avoir tenu ce même raisonnement, s'effondre comme un château de cartes. Et un autre expert que nous avions fait citer, je pense que c'était le professeur ou le docteur Papazian, vient expliquer ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est absolument impossible de pouvoir, sur un bol alimentaire, déterminer avec précision l'heure de la mort. Alors, le procès aurait pu s'arrêter là. Mais l'accusation ne lâche pas le morceau. Et alors que la thèse du GHB s'est effondrée, que cet horaire de 23h30 ne tient pas la route, qu'en réalité, les constatations qui viennent d'être faites confirment ce qu'a toujours dit Jacqueline Ponthieu depuis le début de cette affaire, on aurait pu plaider, elle aurait pu être acquittée ce soir-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que ça continue ? Le parquet général dit, en effet, c'est ennuyeux, cette histoire, oui, en effet, alors il faudrait peut-être qu'on commette encore d'autres experts. Et alors, on va commettre une ribambelle d'experts, et dont un excellent expert, qui est le professeur Olivier Jardet, qui, lui, va venir déposer, évidemment, un peu plus tard. Au prochain procès. Au prochain procès, au dernier procès. D'autres experts vont être désignés. Mais bon, alors, je crois que l'affaire est déjà quasiment l'affaire est pliée. Entendue. C'est plié, c'est fini. L'affaire est pliée, comme vous dites dans le jargon des avocats. Ouais. Alors, tout de même, maître Delarue, une vingtaine d'experts déjà rien qu'à ce stade, puis il va y en avoir d'autres. Oui. Vous avez déjà vu ça, vous Non, je pense que elle l'a dit d'ailleurs au début de votre émission, c'est une réplique de l'affaire Marie Bénard. On retrouve absolument les mêmes ingrédients à un siècle de distance, 3/4 de siècle de distance, de l'affaire Marie Bénard. C'est en fait exactement le copier-coller de cette terrible affaire. Un petit mot, maître Delarue, vous n'avez pas été tendre lors de ce 3e procès avec les policiers ? Oui, surtout mon confrère maître Berton et puis maître Maras, Giuseppina Maras, nous étions 3 au bord de la défense et Berton a fait sur ce terrain-là un travail important. Je crois qu'il a vraiment mis en face des contradictions les policiers sur le fait que la fameuse piste que nous évoquions tout à l'heure de ce maître chien qui avait apporté des éléments extrêmement intrigants, extrêmement importants. Et là, on va remonter le fil en réalité et montrer qu'il n'y a eu aucune investigation, que la scène de crime a été polluée et qu'en réalité le travail a été bâclé. En route donc pour un 4e procès pour Jacqueline Ponthieu, dans une affaire qui aura désormais occupé 13 ans de sa vie. Sauf énième rebondissement, ce sera pour la gérante du Sulky Bar son ultime rendez-vous pour prouver son innocence. Jacqueline Ponthieu, 60 ans, apparaît devant la cour d'assises le regard vide. Elle se blottit dans le box des accusés. 4e procès et 4e interrogatoire de personnalité. Une nouvelle fois, il n'est pas favorable à la gérante du Sulky Bar, fait émerger une personnalité trouble et une veuve pas forcément éplorée. Le seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir abandonné mes enfants, dit-elle. La suite des débats dessert toutefois peu à peu l'étau qui se refermait sur l'accusé. Tout d'abord, les enquêteurs. Ils admettent qu'ils n'ont pas été très assidus pour traiter ce dossier. Des analyses absentes, une barre métallique retrouvée à côté du cadavre non expertisé, des placards qui n'ont pas été ouverts. Ensuite, et le moment est capital, l'audition du médecin légiste Walter Vorauer. Il avait fixé, lui, l'heure du crime aux alentours de 00h30, contredisant le témoignage de Jacqueline Ponthieu et faisant d'elle une menteuse. Le docteur est désormais beaucoup moins sûr de lui. Je dois concéder que notre travail sur le bol alimentaire de la victime reste aléatoire, dit-il. Les légistes, finalement, s'accordent à dire que la mort est bien intervenue vers 2h du matin. Une expertise médicale définitive confirme l'heure de la mort entre 2h40 et 3h30. Exactement le créneau horaire déclaré par l'accusé, qui n'a donc pas menti. La cour d'assises acquitte Jacqueline Ponthieu
À ce jour, le meurtrier du Sulky Bar n'a jamais été arrêté. Maître Hubert Delarue, vous étiez avec notamment Maître Berton, l'avocat de Jacqueline Ponthieu à ce dernier procès. Je suppose que là, c'est un soulagement immense parce que la route a été longue pour y parvenir à cet acquittement. Comme vous dites, la route a été longue, trop longue. Et la justice, si cette affaire avait été gérée différemment, s'il n'y avait pas eu cette sorte d'acharnement sur cette personne, sans doute au regard de la personnalité assez compliquée qui est celle de Madame Ponthieu, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. On est relativement confiant quand on arrive sur ce 4e procès, notamment avec Franck et Xépina, parce que on a eu l'excellent rapport du professeur Jardet. Et Jardet, à l'audience, va donner une leçon de médecine légale. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il raconte ? D'abord, il va expliquer que cette histoire de bol alimentaire, ça tient pas la route. Et que c'est invraisemblable que sur des photographies, on ait pu déterminer l'heure de la mort vraisemblable, certaine même de cet homme. Ça n'est pas possible. Et que la justice a été égarée. Ensuite, il va expliquer que, au moment de l'autopsie, il y avait des choses qui étaient à faire. Et notamment, je me souviens, c'était l'étude de l'œil, du cristallin, qui pouvait donner des indications relativement précises, là, par contre, sur le moment de la mort. Enfin, il reste évidemment... Et ça n'a pas été fait. Hein, non, ça n'avait pas été fait. Ça n'avait pas comme un nombre incalculable de choses qui n'avaient pas été faites parce que l'erreur judiciaire procède toujours de la même façon. C'est-à-dire, on a une piste qu'on pense excellente, la meilleure, la vraie, et on néglige tout ce qu'il y a autour de cette piste qui parfois, évidemment, est riche d'enseignements. Alors, ensuite, on a évidemment, vous l'avez rappelé, on a les pompiers qui viennent, qui redisent ce qu'ils ont dit quelque temps avant. Au procès précédent. Le médecin urgentiste, évidemment. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, là encore, ces deux intervenants, évidemment, de qualité exceptionnelle, parce qu'ils sont arrivés au moment, quasiment, au moment précis, pour voir dans quel état était Gérard Ponthieu, ils disent, mais on nous a pas posé beaucoup de questions. Si on nous avait posé un certain nombre de questions, est-ce que vous pensez qu'il était décédé là, quelque temps avant, quelques minutes? Ou est-ce qu'on a bougé le corps, etc. Voilà, on aurait répondu. Mais en réalité, la voie était tracée, et finalement, tout ça n'avait pas d'intérêt. Si les questions avaient été posées, les réponses pertinentes auraient été apportées. Après, moi j'ai pensé aussi, voyez-vous, aux parties civiles. Parce que en même temps, ces parties civiles, on les a convaincus pendant 13 ans que cette femme était coupable était le diable. De la mort de son mari. Et qu'elle était diabolique. Et qu'elle était Machiavel en personne. Et là, le procès tourne à la confusion, on n'a quasiment même pas besoin de plaider, l'affaire est entendue, et ces gens qui étaient dans une conviction qu'on leur avait forgée, qu'on leur avait vendue, eh bien, ils repartent, évidemment, vous l'avez rappelé, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr qu'il y avait l'espoir, voilà. Effectivement. Quel est le meurtrier ? Par où il est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Où est l'argent ? Etc. On ne le saura jamais. Alors, Maître Hubert Delarue, même au-delà du cas Ponthieu, est-ce que ce procès, quand même, n'a pas illustré la toute-puissance des experts ? Je sais que vous, avocats, parfois vous dénoncez ce système. Oui, non, mais d'abord, nos grands anciens, je pense à René Floriot notamment, dans un ouvrage tout à fait célèbre, avaient rappelé que bien des erreurs judiciaires avaient été commises parce que les experts s'étaient trompés. Je citais tout à l'heure l'affaire Marie Bénard, là encore, les experts s'étaient fourvoyés. Or, il y a sans doute un crédit parfois excessif qui est porté aux experts et aux sachants, et parfois, ils peuvent se tromper, ils sont faillibles. Est-ce qu'ils ont toujours le courage, je dirais, de venir le dire ? Vous avez dit tout à l'heure, d'aucuns sont emprisonnés dans les expertises qu'ils ont faites, ils pensent qu'ils ne se sont pas trompés, mais ils conduisent à l'erreur judiciaire. Donc je crois qu'il faut que la justice soit beaucoup plus prudente, soit beaucoup plus nuancée. Certes, il faut écouter les sachants, certes, il faut écouter les experts, mais il faut être prudent. Et je crois que dans cette affaire-là, on a manqué de prudence, parce que vous l'avez rappelé, cette femme était coupable parce que toute son histoire, tout son passé, sa personnalité un peu rugueuse, une mauvaise personne. Voilà, elle passait pas très bien parce que cette femme était un peu vindicative, était un peu agressive. Voilà, voilà. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire de Dreyfus quand Jaurès dit, qu'est-ce qu'on a mal choisi notre innocent.
Parce que Dreyfus était, paraît-il, un personnage insupportable. Il agressait tout le monde, il engueulait la cour, il engueulait tout le monde. Et Jaurès a dit... J'ai vraiment mal choisi mon innocent. Eh ben, je pense qu'avec Berton, on aurait pu dire ça à la fin de ce procès. Le mauvais innocent. Encore juste un petit mot. 13 ans de procédure, on l'a dit pour Jacqueline Ponthieu. Pas de coupable pour la famille, la partie civile, ce qui est dramatique. C'est un échec. C'est un échec avec, je voudrais le préciser au final, une indemnisation de misère. Je crois que cette femme a dû percevoir, pour ces 13 années que vous avez évoquées, ces 2 années de prison, tout ce qu'elle a vécu, ces 4 procès d'assises, a dû toucher 50 000 €. C'est pas l'honneur de la justice. On sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, Jacqueline Ponthieu ? Écoutez, je pense qu'elle a souhaité retrouver cette espèce d'anonymat dans lequel elle était précédemment. Et aujourd'hui, elle a tourné la page de cette affaire-là. Elle en reste, de mon point de vue, de ce que j'en sais, terriblement blessée. Merci beaucoup, maître Hubert Delarue, d'avoir été notre invité dans cette heure du crime consacrée ce soir à l'affaire du Sulky Bar. 4 procès, une femme innocente, mais pas de meurtrier. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, puis un grand merci à vous toutes et tous pour votre fidélité et votre confiance. Merci d'avoir partagé avec nous cette heure du crime.